Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis élue à Créon depuis 2008. Donc voilà, ça va faire bientôt 20 ans. Je suis donc votre députée depuis juillet 2024 et je vous en remercie. Je suis commissaire aux finances aussi et je suis chef de groupe, en fait, chef de file pour le groupe La France Insoumise. Alors chef de file, ça veut dire que je coordonne en fait les votes de mon groupe par rapport à tous les amendements qui sont déposés par les autres groupes. Et je leur donne des positionnements de vote, évidemment, puisque on ne peut pas tous savoir connaître tous les textes qui nous sont présentés, c'est absolument impossible. Donc sur chaque projet de loi, en fait, ou chaque proposition de loi, chaque groupe a des chefs de file qui indiquent aux autres les positions de vote. Voilà, donc normalement le projet de loi de finances c'est déjà souvent un texte qui est dense et qui est long. Et là, évidemment, cette année, je ne vous en parle pas, là ça fait 3 mois. Donc je vous le disais tout à l'heure, qu'on est sur ce texte, donc en première lecture, en seconde lecture. La photo, là il y avait des petits chiffres, oui, j'ai pas commenté ces petits chiffres. Donc 282 rendez-vous en circonscription, 50 allers-retours Paris-Bordeaux. Enfin voilà le nombre de votes, d'heures en commission, pour vous donner un petit peu une image de ce que c'est la vie, et pourquoi je vous disais que je passais beaucoup trop de temps à Paris. Voilà, donc on va passer sur la slide suivante. Voilà, donc la photo que vous voyez en haut, là il est 2h du matin, donc on est dans l'hémicycle, et je fais pour le groupe la déclaration générale sur la loi spéciale, puisque vous savez qu'il y a eu rejet du budget. Et donc, comme il faut absolument un budget à la France avant le 31 décembre de l'année N-1, il y a eu le dépôt d'une loi spéciale par le gouvernement et que nous avons également rejeté d'ailleurs. Et donc, je suis en train d'expliquer pourquoi nous allons aussi rejeter cette loi spéciale, puisque la loi spéciale, c'est quoi? C'est la reconduction du budget de l'année N-1 en fait. Donc, nous avions déjà rejeté avec la France Insoumise. Et en plus, là... cette loi spéciale, aujourd'hui, ils font du chantage, vous avez entendu, je suppose, il faut un budget à la France, il faut un budget à la France. Aujourd'hui, la France a un budget. La France a un budget, elle a une loi spéciale. C'est pas la panacée, c'est évident qu'il vaut mieux avoir un vrai budget, et ça permet d'ouvrir les crédits à l'équivalent de ce qui a été voté l'année précédente. Donc aujourd'hui, quand la ministre de l'Agriculture, par exemple, dit qu'elle ne peut pas débloquer le plan d'urgence pour l'agriculture de 300 millions, etc., qu'elle ne peut pas continuer ma prime rénov', c'est faux, c'est du chantage pur et simple, puisque par décret, avec cette loi spéciale, ils auraient très bien pu choisir de mettre dans cette loi spéciale l'ouverture de crédits, donc, à la hauteur des sommes qui ont été votées l'année passée, et donc de dégager des crédits pour ce qu'ils considèrent des dépenses indispensables à la nation. Aujourd'hui, on en est sur ce budget, juste pour vous faire un petit point, on est en train de relire, enfin on était en train de relire en seconde lecture donc, le budget qui est de retour du Sénat, et le gouvernement nous a interrompus parce que le gouvernement ne sait pas exactement comment arriver à la fin de cette histoire, parce que depuis en fait juillet 2024, ce gouvernement n'a plus aucune majorité pour gouverner. Et donc, ils ont beau dire sur tous les plateaux télé que c'est la faute de la France Insoumise, tous les malheurs de la France, ou du Rassemblement National, même si je n'ai aucune sympathie pour le Rassemblement National, c'est factuellement faux. En fait, leur problème, c'est qu'il n'y a plus de majorité pour gouverner. Ce budget, il a été rejeté pour la première fois dans la Ve République à l'unanimité. C'est quand même à noter, donc il ne faut pas chercher la responsabilité sur tel ou tel groupe, c'est pas vrai. La responsabilité, elle est au gouvernement, et ce gouvernement, selon nous, doit évidemment partir. Donc, qu'est-ce qui est arrivé jeudi soir? Jeudi soir, le ministre des Relations avec le Parlement, M. Palifous, est arrivé à 23h55 dans l'hémicycle en nous disant « fin de la partie, vous arrêtez de débattre », parce qu'en fait, on allait arriver au vote de la première partie, ce qui les empêchait de déposer un article 49 alinéa 3. Donc, comme ils ne savent pas encore s'ils vont faire ça ou s'ils vont régler la question par ordonnance, ils vous laissent donner le temps de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire qu'ils font des négociations de couloir avec d'autres groupes politiques, en particulier le Parti Socialiste, mais pas que, pour essayer d'arriver à un compromis. Donc, quand vous voyez tous les ministres, la main sur le cœur, vous expliquez nonchalant, etc., l'escure, vous expliquez qu'ils respectent la démocratie plus que quiconque, qu'ils laissent le Parlement s'exprimer, etc., c'est un enfumage considérable, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce budget il est en train d'être élaboré par des gens dans les couloirs.
Alors que la démocratie aujourd'hui, tous nos débats sont filmés, que ce soit en commission, que ce soit en hémicycle, nos débats sont filmés parce que vous avez le droit, tous les citoyens de France ont le droit de savoir ce qui se passe. On parle en votre nom, donc vous avez évidemment le droit d'écouter ce qu'on dit. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que ce budget est en train d'être élaboré en fait dans des couloirs, cachés de tout le monde. Donc voilà, ça c'était juste pour vous faire un petit point. Donc là, on attend le bon vouloir du prince. Donc quels véhicules législatifs vont-ils utiliser? Ordonnance ou 49.3, on ne le sait pas. En gros, je pense que ça va être plutôt un 49.3 évidemment, puisque les socialistes ont horriblement peur de retourner aux urnes, vous vous en doutez, vu leurs résultats glorieux des dernières élections. Donc le nouveau Front populaire les a un peu sauvés, mais là, cette fois-ci, ça semble mal parti. Le Cornu n'a absolument pas envie de sauter. Hein. Donc je vous rappelle, quand même, depuis 2022, 5 premiers ministres, c'est aussi un record. Les records s'enchaînent sur ce gouvernement. Donc record absolu sous la Ve République de succession de ministres. Donc voilà, donc de toute façon, quelle que soit la solution qui sera proposée, pour nous ce sera évidemment la censure. La censure, pourquoi? Parce que ce budget, encore une fois, ce budget, qu'est-ce qu'il fait? Il dit on veut 40 milliards, il faut qu'on trouve 40 milliards d'économies. Donc on va quand même faire 10 milliards de recettes supplémentaires. Mais ces recettes, évidemment, on ne va pas les chercher dans les poches des riches. C'est ça le problème. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ce que veulent 86% des Français. Je veux dire, tout ça, c'est documenté. C'est qu'enfin, on aille taxer les riches. Je vais vous donner quelques petits chiffres qui vont sortir là, bientôt dans un rapport d'Oxfam qui est aujourd'hui sous embargo. Mais aujourd'hui, donc, les 53 milliardaires français gagnent autant que 32 millions de Français. Ils ont le même patrimoine que la moitié de la population française. 53 personnes. Ils gagnent en moyenne, toutes les 24 minutes, 42 438 euros. C'est quoi 42 438 euros? C'est le salaire moyen français aujourd'hui. Donc le temps que vous regardiez une sitcom, le milliardaire gagne un salaire annuel toutes les 24 minutes. Voilà. Donc là, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, la fortune des milliardaires dans ce pays a doublé. Ils sont aujourd'hui à la tête de 220 milliards d'euros, donc on ne se représente pas trop ce que ça fait. Ça fait 10 000 postes d'enseignants pendant 400 ans. Voilà à quoi on est arrivé aujourd'hui en France. Moi, je me souviens, il y a longtemps, 30 ans, où je faisais des études, et en particulier sur le Brésil, et où il y avait des écarts de fortune comme ça qui étaient colossaux. C'était l'Amérique latine, c'était les latifondières, etc. Pour moi, c'était les pays qu'on disait en sous-développement, etc. Mais aujourd'hui, c'est la France. Voilà où on en est. Donc évidemment, pour nous, c'est insupportable d'imaginer de voter un budget qui ne va pas, à minima, chercher des recettes. Donc là, ce qu'on a marqué, défense taxe Zuckman à 5,5 et l'ISF climatique, c'est des mesures emblématiques qui sont portées par la France Insoumise. Alors, le Zuckman, il est à 2% en réalité. Ça veut dire quoi 2%? Ça veut dire qu'on dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est au moins d'aller taxer, parce que les riches, en fait, pourquoi ils sont riches? Parce qu'ils évitent l'impôt. Ils évitent l'impôt dans des holdings, dans de l'évasion fiscale, de l'optimisation. Renaud en a parlé pour Castel, et il y a beaucoup de Castel en France. Donc, ce qu'on dit, c'est que une fois qu'ils ont payé, éventuellement s'ils les payent, l'impôt sur les sociétés, etc., on leur prend jusqu'à 2% de leur patrimoine, on évalue leur patrimoine et on leur prend jusqu'à 2%. Donc c'est en plus c'est une contribution, c'est un impôt vraiment plafonné, 2% de leur patrimoine. Donc ça c'est ce que Zuckman avait préconisé dans la mesure où c'était acceptable. Mais même ça, ils ne l'ont pas accepté. Et moi je suis allée plus loin, j'ai proposé un amendement à 5,5 parce qu'en fait 5,5% c'est la moyenne de ce que chaque Français paye sur son patrimoine. Quand on évalue ce que vous possédez en maison, impôt sur le revenu, etc., toutes les charges que vous payez, toutes les contributions que vous payez, en général, chaque Français paye en moyenne 5,5% de son patrimoine. Donc moi, je ne vois pas pourquoi, quand on est très riche, on ne paierait pas la même chose que les Français. Et ça, je vous dis ça parce que ça rapporte 40 milliards, tout de suite dans les caisses de l'État. Donc, vous vous souvenez des équilibres dont je viens de parler, 30 milliards d'économies, 40 milliards dans les caisses de l'État. Donc avec un impôt comme ça, déjà, on redresse les comptes de la France d'une façon beaucoup plus efficace. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, parce que
là, je vous dis que tout ça, ça veut l'ISF climatique, bien sûr, donc impôt sur la fortune, climatique. Pourquoi climatique? Parce que nous, on voulait rajouter des malus quand, en plus, les titres et les actifs qui sont détenus par les très riches sont des actifs polluants. Par exemple, dans des holdings pétrolières, ou enfin voilà, des extractions de métaux rares ou des choses comme ça, et on va mettre des malus en plus de l'impôt sur la fortune. Mais ça, c'est des grandes mesures qui sont emblématiques, mais même des plus petites mesures où on a bataillé pendant des heures et des heures pour essayer d'avoir une petite contribution des ultra-riches, etc. Tout ça, c'est systématiquement refusé par la droite et par l'extrême droite. Il faut vraiment bien le dire, parce que l'extrême droite se dit l'ami des précaires et des classes populaires. En vérité, pas du tout. L'extrême droite a voté absolument toutes les mesures avec la Macronie contre les mesures fiscales sur les plus riches. Ça, il faut absolument le savoir. Donc, au-delà de ça, vous avez sur la photo là, quelques petites photos de rapports, et d'ailleurs vous en avez aussi sur la table, et servez-vous, hein, n'hésitez pas, puisque donc, en tant que commissaire des finances, je travaille sur des rapports spéciaux, ça s'appelle, donc chaque commissaire travaille sur un rapport spécial, et moi je travaille sur l'évasion fiscale, donc depuis 2 ans, donc vous avez certainement les deux rapports là, avec un resserrement cette année sur l'évaluation de l'évasion fiscale, parce que le gros problème de l'évasion aujourd'hui en France, c'est qu'elle n'est pas évaluée. Donc tout le monde dit oui, mais bon, alors Zuckman par exemple, hein, le Zuckman c'est le directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité qui travaille avec des chercheurs, c'est pas juste quelqu'un comme ça qui sort le matin et qui dit des trucs, hein, c'est des économistes, c'est des scientifiques. Et donc lui il évalue à peu près de 80 à 100 milliards. Il y a Solidarité aussi, le syndicat de la DGFiP, qui a aussi évalué cette évasion fiscale à des sommes comme ça, mais il y a toujours des gens qui viennent vous expliquer que non, que c'est exagéré, qu'on n'en sait rien, etc. Donc il n'y a pas de volonté réelle politique d'évaluer. Nous, ça fait plusieurs années qu'on fait des rapports sur l'évasion fiscale, et là le dernier c'était justement un focus sur l'évaluation, et j'ai eu le plaisir de voir que la Cour des comptes reprenait nos recommandations. Donc voilà, ça prouve que déjà d'un, on ne dit pas n'importe quoi, et que de deux, c'est quelque chose qui est partagé aussi, cette nécessité absolue d'évaluer aujourd'hui l'évasion fiscale pour pouvoir lutter, puisque quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est compliqué de lutter contre. Donc j'ai travaillé aussi, bon je ne vais pas vous embêter, sur les règlements d'ensemble, qui sont des petits arrangements entre amis. Justement, Renaud il parlait tout à l'heure de Castel qui devait 1 milliard à l'État, vraisemblablement, donc des redressements comme ça qui sont des redressements colossaux. Ces sociétés, elles sont bardées d'avocats fiscalistes qui disent au fisc non mais pas du tout, c'est pas 1 milliard, il faut qu'on s'arrange, donc on va faire un règlement d'ensemble, qui est quelque chose qui n'a aucun fondement juridique stable en fait. Donc nous, on demande au gouvernement d'intervenir sur cette question-là, et donc qui consiste à renégocier en fait ce redressement fiscal. Donc un redressement, je précise quand même, c'est quand le fisc constate que vous avez fait des fausses déclarations. Donc vous, si vous faites une fausse déclaration, vous n'avez pas de négociation possible, hein. Le redressement, vous le payez. Eux, par contre, plus c'est gros, évidemment, et plus on va renégocier tout ça. Donc nous, on demande des éclaircissements, on a enquêté sur ces redressements, donc, qui coûtent chaque année à l'État, en 2024, c'est jusqu'à 2 600 000 € quand même, à l'État par rapport aux sommes qui sont notifiées et aux sommes qui sont réellement recouvrées. Donc on voudrait aussi qu'il y ait une avancée là-dessus, et que ce soit déjà qu'on arrête d'avoir recours, parce que c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée par les entreprises. Donc voilà, on a travaillé aussi là-dessus. Et puis je suis aussi chef de file aussi sur le projet de loi contre les fraudes. Donc ça c'est le grand projet du gouvernement. Donc un projet sur la fraude. Donc on s'est dit chouette sur la fraude fiscale. Oui, tu as raison, ça s'appelle fraude fiscale et fraude sociale, sauf que 70% de ce projet de loi est concerné par la fraude sociale. Donc la fraude sociale, il faut savoir qu'elle est évaluée entre 8 et 12 milliards par an. Je vous ai dit tout à l'heure, la fraude fiscale, c'est plutôt 80 à 100 milliards. Donc l'enjeu n'est absolument pas le même.
Et dans ce projet de loi fraude, c'est un projet de loi qui est affreux, comme la plupart des projets de loi d'ailleurs de ce gouvernement, qui vient chercher des coups dans la tête de ceux qui font des fausses déclarations pour toucher le RSA. Évidemment, c'est dramatique. Enfin bon, c'est plein de mesures antisociales, des mesures aussi sur le partage de données qui sont extrêmement préoccupantes quand on voit aujourd'hui, quand vous avez vu le ministère de l'Intérieur se faire hacker, ou la CAF, ou la Poste, qui ont laissé partir comme ça des milliers de données personnelles. Donc ce projet de loi, il est extrêmement dangereux et on veut le combattre à tout prix. Donc il y a une partie sur laquelle moi je suis plus particulièrement chef de file, qui est toute la partie évidemment évasion fiscale, mais je vous dis c'est pas grand chose. Et puis je suis aussi en train de travailler sur une mission d'information avec Jean-Paul Mattei. Donc je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Mattei, un député, je crois que ça fait au moins 30 ans qu'il est à l'Assemblée nationale, qui est un notaire de profession et qui est un très grand connaisseur des questions financières et fiscales. Et donc on travaille sur les aides publiques aux entreprises, puisque vous avez certainement entendu parler du rapport de Fabien Gay, donc sénateur de la Commission des finances, qui a mis en évidence qu'il y avait 211 milliards d'aides publiques aux entreprises tous les ans. Et donc on voudrait nous travailler sur cette question, puisque évidemment c'est très contesté. Beaucoup disent non, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout 211 milliards. Et c'est vrai qu'il y a un problème de définition en fait. Qu'est-ce qu'on appelle aide publique aux entreprises? Donc nous, on aimerait travailler sur cette question pour pouvoir avoir une définition des aides publiques aux entreprises et surtout pour pouvoir évaluer quelle est l'efficacité de cette aide publique. Puisque à droite, on n'arrête pas de nous dire que les entreprises, ça crée de la richesse. Si ça crée de la richesse, pourquoi ça a besoin de la richesse publique dans ces cas-là? Faut savoir. Donc, bon, voilà. Donc on travaille sur cette mission. Enfin, on a un peu laissé tomber les travaux là, parce qu'on est un peu pris par le projet de loi de finances, mais on compte bien y revenir. Voilà. Donc ça, c'était un petit point sur le budget, et puis je pourrais répondre si vous avez des questions plus tard. Donc évidemment un sujet, moi je travaille sur en gros 5 gros dossiers sur ce territoire, donc l'agriculture, les mobilités, la sécurité et la protection des personnes, l'éducation et la santé. Et donc évidemment un gros sujet c'est évidemment l'agriculture, donc Renaud en a parlé, la viticulture chez nous beaucoup, mais l'agriculture aussi d'une façon générale. Donc là, le Mercosur, évidemment, donc le Mercosur, là, c'était donc une manifestation qui était organisée par la Confédération paysanne. On n'est pas loin des Invalides, hein, d'ailleurs on est sur l'esplanade des Invalides. Le Mercosur, que dire? Bon, vous connaissez tous, vous avez entendu parler de cette ouverture aux frontières, qui est juste la mort du modèle agricole français, tout simplement. Donc il faut savoir quand même que ça fait 25 ans que ces négociations, elles sont ouvertes sur le Mercosur. Et que quand on nous dit aujourd'hui, Macron, oui, mais il a voté contre, ouais, mais il a voté contre, sauf que ça fait 25 ans, encore une fois, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir, qu'il a laissé filer complètement ces négociations, qu'il n'a jamais rien fait, alors que la place de la France, elle est quand même pas anodine en Europe, et qu'aujourd'hui, il se réveille en disant j'ai voté contre, je ne pouvais rien faire d'autre. Si, bien sûr, il pouvait faire autre chose, et c'est une catastrophe absolue. Avec le groupe de gauche au Parlement européen, ils sont en train d'essayer de monter, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais pour faire un recours de façon à essayer de faire un moratoire sur l'application de ce Mercosur. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est le fonctionnement. Aujourd'hui, il y a le vice-président à l'agriculture du Parlement européen qui se trouve être conseiller régional chez nous, c'est Eric Sarjacomo, qui demande instamment au président de déclencher la Cour de justice européenne pour stopper l'accélération qu'on subit depuis 24 heures. C'est ça, parce qu'en plus, l'histoire, c'est que la Commission européenne peut agir sans le vote du Parlement et sans le vote des parlements européens. Enfin, c'est quelque chose de... Donc voilà, donc ça, si vraiment les frontières s'ouvrent de cette façon-là, je ne sais pas exactement comment on va s'en sortir, c'est une catastrophe absolue. À côté, c'est une manifestation aussi avec la conf sur le traitement qui est fait contre la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC.
Nous, on est contre l'abattage total des troupeaux et c'est pas juste parce que comme ça, on se dit tiens, ça fait bien, on va être contre. C'est parce que c'est aussi quelque chose qui a été pratiqué par d'autres pays en éloignant simplement les animaux malades et en vaccinant tout le reste et qui fonctionne a priori aussi bien qu'en abattant tous les troupeaux. Et donc, on ne comprend pas du tout pourquoi ils s'arc-boutent sur cette méthode qui est absolument terrible de violence pour les éleveurs. Tuer des animaux qui ne sont pas malades, c'est quelque chose d'affreux pour tout le monde et en particulier pour les éleveurs, quoi. Donc, il y a quand même une raison à ça. Pourquoi le gouvernement va là-dessus, il faut le dire. C'est que si un pays ne vaccine pas complètement, il ne peut plus exporter. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi des négociations bilatérales qui font que on a des désaccords avec l'Italie, par exemple. On peut très bien... En effet, il y a cette question d'exportation, bien sûr. Tu as raison de le dire, parce que en fait, les gros élevages, ils voulaient pouvoir continuer à... En fait, un animal vacciné n'est plus exportable par rapport aux normes qu'on a en Europe. Sauf qu'il y avait des négociations bilatérales qui peuvent se faire en dessous de ces règlements européens, qui s'étaient déjà fait avec l'Italie. Et c'est vrai, tu as raison, je ne l'avais plus. Et donc, qui sont possibles. Avec de la volonté politique, on arrive à faire des choses. Et voilà. Et puis la Confédération paysanne, c'est aussi de quoi il parle, puisque c'était des éleveurs aussi qui étaient là. Là, en dessous, on est avec justement Didier Cousinet, dont parlait tout à l'heure Renaud Jean. Il y a Renaud aussi sur la photo. Et là, c'est suite, malheureusement, au suicide d'un viticulteur qui a eu une réunion d'urgence, de crise, on va dire ça comme ça. Et donc, on a décidé de former un pôle parlementaire avec des sénateurs et des députés de toute tendance pour solliciter et interpeller la ministre de l'Agriculture pour justement qu'elle signe ce décret de l'organisation des producteurs, entre autres, qu'eux aussi ils mettent sur la table la loi, le volet 4 de la loi EGalim aussi sur la rémunération et les revenus des agriculteurs. Donc moi j'ai interpellé aussi la ministre de façon plus directe puisque j'ai participé à un débat aussi sur les assurances récoltes. Et donc suite à cette interpellation, puisqu'on a envoyé le courrier, donc moi j'ai envoyé un premier courrier en 2024, j'ai jamais eu de réponse. Le courrier du pôle parlementaire est parti en octobre 2025 sans réponse. Et là je l'ai interpellé, je ne sais plus, il y a 15 jours, en lui disant qu'on attendait la réponse. Et j'ai vu qu'une semaine après, elle expliquait qu'elle ne ferait rien, elle ne prendrait pas ce décret parce que en fait, les viticulteurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors c'est pas complètement faux, Renaud en a parlé d'ailleurs. Hein. Moi c'est vrai qu'il a dit, hein, quand je suis arrivée, quand j'ai été élue députée, la première chose, je me suis dit, alors là il faut que je me plonge dans le monde agricole parce que ça m'a l'air très compliqué, j'y comprends rien et j'y connais rien, la viticulture, etc. Et en fait, ma difficulté, c'est que quand je rencontrais un vigneron indépendant, il avait un discours. Quand je rencontrais un coopérateur, il avait un autre discours. Quand je rencontrais un viticulteur, il avait un autre discours. Enfin, un ouvrier agricole avait un autre discours. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Mais, très récemment, vous avez réussi à tous vous mettre d'accord. Cette semaine, voilà, exactement. Donc, je pense que ça coupe un peu l'herbe sous le pied de la ministre de l'Agriculture. Et j'espère que, en tout cas, elle ne pourra plus utiliser cet argument de dire que mettez-vous d'accord d'abord, sinon moi je ne prends pas de décret. Bon, il faut savoir évidemment que les vignerons indépendants, par exemple, ils ont une puissance de lobbying légèrement supérieure à celle d'autres corporations, on va dire ça comme ça. Donc c'est toujours pareil, hein, quand on parle de la FNSEA et des JA, on voit sur cette question, par exemple, de la dermatose, on voit très bien qu'il y a une cogestion absolue entre les macronistes et la FNSEA, c'est très clair. Dès qu'ils demandent quelque chose, donc vous avez vu 350 tracteurs arriver dans Paris, escortés par les gendarmes, ils ont dormi aux Invalides, tranquillement, sans problème, et puis le lendemain matin, on est allé leur porter, les gendarmes sont allés leur porter le petit-déj au lit, et ils les ont raccompagnés aux portes de Paris. J'exagère sur le petit-déj, mais sur le reste, j'exagère pas. La Confédération paysanne vient le lendemain à Paris, 52 arrestations pour être allés pacifiquement au ministère de l'Agriculture demander des comptes et garde à vue toute la nuit. Enfin, c'est des choses totalement lunaires. La Confédération paysanne qui existe depuis 1987 n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, personne n'a jamais vu ça. Enfin, des représentants syndicaux, des porte-paroles. Enfin, c'est quelque chose
Aujourd'hui, dès qu'on se révolte contre les puissants, le gouvernement nous tape dessus, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc moi, sur mes actions, donc ici, j'ai participé à je ne sais pas combien de réunions. On a demandé aussi en tant que parlementaire à être intégré dans la cellule de crise qu'a formé le préfet au niveau départemental, pour pouvoir un petit peu savoir ce qui se passe et pour pouvoir aussi apporter, nous, notre témoignage et pouvoir essayer de construire tous ensemble une sortie à cette crise de la viticulture. Voilà. Donc après, j'ai proposé des tas d'amendements aussi dans le PLF. Je pourrais vous en parler plus en détail. On me fait signe qu'il faut que j'avance, et en effet, il faut que j'avance. Donc sur les mobilités, qui est un gros sujet aussi, donc là, on a le contrat de plan État-Région Nouvelle-Aquitaine, qui est un document qui dit ce qui va se passer de 2021 à 2027 sur l'organisation des mobilités en Nouvelle-Aquitaine. Donc on a fait quelques contributions. Pourquoi? Parce que ici, la mobilité, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de bus, les trains, les lignes de train ne fonctionnent pas. Je veux saluer quand même le travail du syndicat qui s'est mis en place. On en reparlera. Je remercie, il y a quelques représentants de la communauté de communes du Réolais, il y a des maires, merci beaucoup, je ne vous ai pas remercié tous de votre présence en vos grades et qualités, mais je sais que ce syndicat il a démarré très fort et que ça fonctionne très bien, et en effet c'est un vrai besoin. Donc on a fait quelques contributions pour améliorer donc, le cadencement des trains, pour la création de voies de covoiturage et de bus sur les axes qui s'y prêtent évidemment, et puis pour une tarification sociale. La lutte contre la LGV, évidemment, ça me mobilise aussi très très fort. Donc il faut savoir que cette LGV, c'est un projet qui aujourd'hui est à peu près à 20 milliards d'euros pour faire donc une ligne à grande vitesse pour se rendre plus vite à Dax ou à Toulouse. Nous, on a fait un livret qui est à votre disposition avec Loïc Prudhomme, où on propose des alternatives puisque ce sont des lignes qui existent déjà. Et nous, ce qu'on dit évidemment, c'est que cet argent, il faut le mettre impérativement sur les trains du quotidien. Il y a des sites où il y a de nombreuses remarques sur les trains en retard, les trains qui disparaissent, les gares qui ne sont pas accessibles, les défauts de stationnement dans les gares, enfin bon bref. Il y a énormément de travail à faire sur les lignes du quotidien. Et donc nous, on s'oppose formellement à cette LGV, en sachant qu'en plus, vous la payez déjà sur vos impôts fonciers, depuis déjà 2 ans, puisqu'il y a la taxe spéciale d'équipement qui est prélevée sur vos impôts, qui est encore une mesure complètement inique, puisque la ligne, par exemple, Paris-Bordeaux, elle a été financée au niveau national, et pas au niveau comme ça régional, puisque là, c'est toutes les communes qui habitent à 1 heure ou à 100 km, je ne sais plus, je ne sais jamais, d'une gare qui paye. Donc voilà. Et évidemment, sans parler de l'impact environnemental totalement délirant que la création de cette LGV pourrait avoir, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et il ne faut rien lâcher parce qu'il y a un lobbying quand même qui est très 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 puissant sur cette LGV. On a vu paraître des articles de presse et à chaque fois on fait des réponses avec le pôle parlementaire. Vous ne voyez pas tout le monde ici, mais il y a la sénatrice de Marco, il y a une conseillère régionale qui est avec nous ici. Mais il y a un pôle parlementaire pareil transpartisan qui est contre cette LGV. Et à chaque fois, on répond aux articles de presse parce qu'on voit que y a ça fait un petit peu comme dans l'agrochimie. On utilise des ingénieurs spécialistes des transports, etc. pour dire que les alternatives qu'on propose, elles sont complètement bidons, ça ne marchera jamais, sous prétexte de savoir scientifique, etc. Alors que c'est totalement faux. Allez, on passe au sujet suivant qui est la santé. Donc, un des plus gros employeurs sur la 12e circonscription. Donc, vous voyez, la 12e, c'est ça, 155 villages. Il faut l'avoir en tête quand même, c'est pas rien. Donc, un des plus gros employeurs, c'est l'hôpital de Cadillac. Vous vous souvenez peut-être, Macron, il avait dit la grande priorité du quinquennat, c'est la santé mentale. Donc, je pense que ça prête à rire, ça prête plutôt à pleurer.
Mais quand on voit aujourd'hui l'état de la santé mentale en France, c'est une catastrophe absolue, et de la santé tout court de toute façon. Donc il faut savoir que le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, qui a été voté, nous on n'a pas voté pour, hein, pas du tout, moins 6 milliards pour les hôpitaux. Donc voilà, je ne vous fais pas de dessin, je crois qu'on connaît tous l'état de nos hôpitaux en France. Les urgences de Langon qui ferment de façon assez régulière parce qu'il n'y a plus assez de monde pour accueillir. L'hôpital de Cadillac envisage de fermer 67 lits, elle en a déjà fermé une centaine il y a quelques années. Les EHPAD, donc là, les banderoles que vous voyez, c'est le pôle public médico-social de Montségur, dont le personnel s'est mis en grève parce que les EHPAD sont à l'os aussi. En fait, l'Agence régionale de santé a demandé aux EHPAD d'utiliser leur trésorerie pour compenser la prime Ségur. La prime Ségur, c'est une revalorisation des salaires des personnels qui était absolument nécessaire. Ça, pour le coup, c'était une bonne mesure, sauf qu'on l'a fait à dotation constante. Donc ça pose un très très gros problème. Donc les EHPAD ont utilisé leur trésorerie en effet pour compenser, sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus rien, les caisses sont vides. Et donc l'ARS leur dit il va falloir baisser les salaires, il va falloir jouer sur les heures supplémentaires, alors baisser les salaires évidemment c'est illégal, mais en fait l'idée c'est de dire au lieu d'employer des gens qui sont qualifiés, on va employer des gens qui ne sont pas qualifiés. Des gens par exemple, je ne me rappelle plus exactement du nom du statut, mais qui sont employés pour plutôt faire le ménage, ils vont faire des petits soins quand même aussi, etc. Et comme ça, on dégrade petit à petit les fonctions de chacun et on donne en plus des responsabilités à des gens sur des soins pour lesquels ils ne sont absolument pas habilités et qui mettent tout le monde en danger en fait. À la fois celui qui fait le soin et à la fois celui qui, évidemment, qui est soigné. Donc voilà, ensuite sur le plan de la santé, il y avait, juste pour terminer là-dessus, le soutien évidemment au mouvement des pharmaciens. Vous avez vu que aussi là-dessus, tout d'un coup ça leur a pris, je ne sais même pas exactement, ça rapportait rien à l'État, mais tout d'un coup ils ont décidé que les laboratoires pourraient gagner encore plus d'argent que ce qu'ils ont gagné au détriment des pharmacies. Donc quelque chose aussi d'assez lunaire. Et puis évidemment, soutien aussi au mouvement des médecins libéraux, dont vous avez vu la grève là, qui a duré du 1er au 15 janvier, je crois, quelque chose comme ça, ou du 5 au 15, je ne me rappelle plus. Alors ça, c'est aussi des mesures qui sont contenues dans le projet de loi contre la fraude, puisqu'on voulait imposer aux médecins un nombre plafond d'arrêts maladie. Comme si les médecins s'amusaient à faire des arrêts maladie à l'envi. Des mesures qui n'ont mais absolument aucun sens et qui remettent en cause en plus le travail du médecin. Et puis je ne sais pas si vous avez entendu, mais aujourd'hui c'est l'hôpital Pellegrin qui a déposé un préavis de grève, la maternité de Pellegrin, parce que c'est pareil, ils s'en sortent plus, il n'y a plus assez de personnel. Donc voilà pour la santé sur notre territoire. L'éducation, donc rapidement, là c'est donc à Sauveterre, donc d'une façon générale il y a eu des fermetures des classes sur la 12e et donc on a soutenu tous les collectifs qui se sont mis en place. On est allé voir le directeur académique pour lui expliquer que nous, notre vision, la baisse démographique elle est indéniable, c'est vrai, il y a de moins en moins d'élèves. Sauf qu'on est encore à une moyenne de 21 élèves par classe en France, la moyenne européenne c'est 17. Et pour nous, évidemment, la baisse démographique, c'était une opportunité pour améliorer les conditions d'enseignement. Ce n'est pas une opportunité pour fermer des classes et fermer des postes. En plus, vous savez, en milieu rural, fermer une classe, parfois ça veut dire que pour emmener son enfant à l'école, à Paris, vous le savez mieux que nulle part ailleurs, puisque vous n'avez pas d'école sur place, ça peut vouloir dire des kilomètres. Et puis éventuellement, quand une route est barrée parce que l'inondation a fait partir un morceau de route, ça peut être des heures de déplacement en plus, puisque ça a été le cas à Paris pendant quelques années, je crois. Il y a une route qui s'était effondrée là, au bord de la route, qui faisait faire un détour. La route qui fait le bord de Garonne qui va directement à l'Arriole. C'est ça. Mais il y a toujours le problème du pont quand même. Oui, et en plus, vous cumulez avec le pont du Rouergue. Exactement. Ouais.
Donc voilà, il y a cette question des effectifs et il y a la question sur laquelle j'ai interpellé aussi le gouvernement à plusieurs reprises sur le bâti scolaire. Puisqu'il y a un constat, vous avez une photo, là, c'est le collège de Créon, où il y a du rafistolage, puisqu'il y a une espèce de verrière quand vous rentrez qui prenait l'eau, hein, en fait. Et donc on a le bâti scolaire, mais pas que des collèges, hein. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont des passoires thermiques. Et je constate, moi, en regardant ce qui se passe sur le territoire, qu'il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas les moyens de refaire, de mettre aux normes, en fait, leur bâti. Et donc, j'ai interpellé le gouvernement pour savoir comment on fait et est-ce qu'il n'y a pas des dotations complémentaires qui peuvent être allouées à ces collectivités, que ce soit les départements, le département de la Gironde, mais ce n'est pas le seul, donc des départements ou des communes, pour les aider à transformer, enfin à faire face à la transition écologique qui est absolument nécessaire. Au collège de Créon, il a été documenté des températures à 13 degrés dans les classes l'hiver, à 35 l'été, et je pense que c'est le cas de pas mal de bâtis scolaires un peu partout, et ça c'est une alerte très grande, et ça rejoint évidemment l'inaction climatique globale de ce gouvernement, puisqu'il n'y a aucun budget pour une trajectoire de transition écologique dans quelques domaines que ce soit en agriculture qui en subit les conséquences, mais en fait tout le monde en subit les conséquences, et en particulier bien sûr toujours les plus précaires. Allez, j'avance, je vais vous parler du fonds vert, voilà, parce que le fonds vert c'est pareil, les crédits ont été divisés par 4 en quelques années, et pourtant c'était un fonds très très utile et très utilisé par les collectivités, précisément dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc une question aussi qui préoccupe beaucoup les gens, mais moins que ce que voudraient nous faire croire plein de plateaux télé, hein, parce que la sécurité, c'est pas le premier sujet qui vient dans les préoccupations des Français, mais c'est important quand même. Donc cet été, avec Roxane, on a fait le tour des gendarmeries pour aller discuter un petit peu avec nos gendarmes, connaître un petit peu leurs conditions de travail, voir aussi eux comment ils sont hébergés. C'est pas génial, hein. Franchement, je ne cacherai rien. Alors, c'est des gens qui sont extrêmement disciplinés et qui ne manifestent pas et qui ne râlent pas, mais ils ne sont pas non plus extrêmement bien lotis. Et en particulier, sur les véhicules, c'est quelque chose d'assez incroyable que je ne connaissais pas. Mais il y a, je sais pas, je dirais 2 véhicules sur 3 qui sont utilisables dans les gendarmeries. Et quand les véhicules sont en panne, il faut les amener à Bordeaux. Donc il faut 2 brigades de gendarmes pour l'aller, évidemment, puisqu'on laisse un véhicule sur place, il faut revenir. Enfin, les véhicules ils sont immobilisés pendant des mois, c'est quelque chose de complètement dingue. Donc là c'est pareil, j'ai fait une lettre aussi au ministère de l'Intérieur pour demander pourquoi ça fonctionnait de cette façon-là. Et puis on va aller sur place à Bordeaux, visiter le, je sais plus comment. Non, je sais plus. Le SDIG. Donc, bref, le centre qui accueille les véhicules. Et puis il y a une grande question, donc là en haut je suis à Arcachon avec ma ministre préférée, Aurore Bergé. Donc je la déteste, mais enfin je les déteste tous, mais alors elle en tient une sacrée couche. Et donc j'ai profité de sa venue non pas pour aller la voir parce que j'étais super contente qu'elle vienne en Gironde, mais parce qu'elle est avec Panonacle, Madame Panonacle, pardon, ma députée préférée aussi, enfin bref. Et c'est une réunion sur les violences sexistes et sexuelles, puisqu'ils ont mis en place à Arcachon une unité médico-judiciaire, donc un centre d'accueil d'urgence des victimes d'agression, un COVA, qui a été mis en place suite à un appel d'offres de l'Agence régionale de santé. Je vous dis ça parce que l'hôpital de Langon s'était aussi placé sur cet appel d'offres, mais n'a pas été retenu, et c'est Arcachon qui a été retenu. Donc depuis, ça fonctionne plutôt pas mal, avec tout un tas, donc vous voyez, il y a le procureur aussi de Bordeaux qui est là, il y a le préfet à l'égalité des chances, je crois que c'est là, qui est là aussi. Bref, tout un tas de staff, évidemment aussi des médecins, des sages-femmes,
des associations aussi, le CIDFF, le planning familial, etc., qui se réunissent pour réfléchir tous ensemble, pour mettre en place des conditions d'accueil pour les victimes, les accompagner, les reloger aux besoins, etc. Donc il y a tout un tas d'associations comme ça, un collectif. Et moi, c'est ce que je veux créer absolument sur la 12e. Donc en 2024, quand j'ai pris ce dossier sous le bras, je suis allée voir le directeur de l'ARS, l'hôpital de Langon, le procureur de la République, le sous-préfet. Tout le monde était d'accord, je me suis dit, c'est parfait, ça va le faire. Et en fait, il se passe rien du tout. Donc, je suis allée à Arcachon déjà pour entendre la ministre dire qu'elle allait donner des moyens supplémentaires pour qu'il y ait des unités médico-judiciaires partout et que ça se développe. Donc j'ai dit, mais banco, il n'y a pas de problème. Donc elle l'a redit dans Sud-Ouest, donc ça je saurais lui rappeler. Et donc j'en ai profité pour saisir le nouveau sous-préfet de Langon qui vient d'arriver. Et on va normalement très prochainement, là, dès qu'on est sorti du PLF, organiser une réunion sur le territoire avec l'ensemble des acteurs pour réellement faire avancer cette chose-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près sur la gendarmerie de Langon-Toulaine 3000 signalements par an, 3000 plaintes, ce qui est colossal, avec donc impossibilité, parce que l'importance d'une unité médico-judiciaire, je ne l'ai pas dit, mais c'est la constatation légale de l'agression. C'est-à-dire que dans toute plainte ensuite, ce qui va être retenu par la juridiction, c'est la constatation légale de l'agression. Une plainte en gendarmerie, ça ne suffit pas, il faut qu'un médecin légiste examine la personne. Or, comme il n'y en a pas sur notre circonscription, il faut aller sur Bordeaux. Donc, inutile de vous dire qu'une femme, puisque c'est quand même 95% de femmes, qui vient de se faire agresser potentiellement à des gamins, potentiellement, enfin bref, ça ne se passe pas bien chez elle non plus, elle ne peut pas disparaître comme ça, personne ne va sur Bordeaux. Donc c'est vraiment une nécessité absolue d'avoir une unité de ce type sur Langon. Voilà, donc ça c'est vraiment un dossier que je porte très fort et j'espère qu'on va pouvoir le faire avancer. Et puis dernière chose sur la sécurité civile, donc là c'est une Sainte-Barbe, vous savez que la Sainte-Barbe chez nous c'est pas partout pareil en France, hein, mais en Gironde c'est un truc de fou, il y en a dans pratiquement toutes les casernes. Moi je sais pas combien j'ai d'invitations de décembre à janvier, je sais pas, il doit y en avoir je pense une bonne dizaine, peut-être même un peu plus, je sais pas. Donc, en fait, c'est l'occasion de rappeler quand même que les pompiers attendent depuis, je crois, 2021, une loi qui a été votée, qui n'attend que son décret d'application sur la bonification des trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires et la revalorisation du montant des indemnités horaires. Donc, je trouve qu'avec à chaque fois qu'il y a un choc climatique, une inondation, un incendie, etc., tout le monde y va en disant comme ils sont formidables, ils sont géniaux, c'est tellement incroyable leur engagement, etc. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Sauf que, voilà, un malheureux décret d'application, en plus, c'est pas la panacée, hein, je sais plus ce que c'est les sommes, mais franchement, c'est vraiment la moindre des choses qu'on leur doit. Et donc, on nous promet, et alors là, pour le coup, il n'y a pas que la France Insoumise qui râle. Je crois que sur tous les bancs, il y a eu des interpellations des ministres pour que enfin ce décret soit signé. Donc, on nous avait promis, juré, craché que ce serait en décembre. Et à ce jour, ça n'est toujours pas fait. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé donc sur ce petit tour d'horizon de ce qui se passe sur ce territoire. Donc je vous rassure, ça ce sont les dossiers que je porte, mais il y a aussi plein de choses très belles qui se passent sur ce territoire. Donc le moment est venu de vous souhaiter une très bonne année 2026. On lâche rien surtout parce que tout est possible, un autre monde est possible. Et donc, il ne faut pas désespérer. Je vois vos mines réjouies. Je me dis, il faut absolument que je trouve quelque chose de positif quand même. Mais déjà, il y a nous, il y a vous. Donc, il faut croire dans la solidarité, il faut croire dans nos valeurs et on arrivera à faire changer ce monde. Voilà. Très bonne année à tous.
invite évidemment à déguster une excellente galette, quelques jus bio, du café, du chocolat, sauge romarin.